Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, l'actualité internationale s'est resserrée comme un étau et les marchés commencent à en sentir la pression. D'abord, un frémissement diplomatique inédit. Vladimir Poutine laisse entendre qu'un plan de paix américain pourrait servir de base à un accord, mais sans céder un millimètre sur le terrain. En Europe, l'Allemagne tire la sonnette d'alarme. Un document militaire secret prévoit un risque d'attaque russe contre un État de l'OTAN d'ici 2029. L'Europe n'est plus en guerre, mais clairement plus en paix. En Asie, le Japon navigue entre inflation et tensions croissantes avec la Chine, un scénario qui pourrait lui coûter jusqu'à 0,2 points de PIB. En Russie, l'économie s'essouffle, fragilisée par l'effort de guerre et la chute des revenus énergétiques. Et sur les marchés, Nvidia affole encore, résultat record, mais action en repli, tandis que les analystes assurent non, l'IA n'est pas une bulle. Et en France, Emmanuel Macron acte le retour d'un service national militaire, symbole d'un continent qui se reconditionne face à la menace. Vladimir Poutine a brisé un silence lourd de signification. Pour la première fois depuis des mois, le président russe reconnaît publiquement qu'un plan de paix soutenu par les États-Unis pourrait servir de base à un accord sur l'Ukraine. Une déclaration prudente, mais qui change la donne. Moscou dit maintenant être prête à des discussions sérieuses lorsque l'émissaire américain Steve Witkoff arrivera à Moscou la semaine prochaine. Traduction, le Kremlin veut montrer qu'il tient la main sans la serrer trop fort. Tout part d'un document qui circule depuis quelques jours, un plan américano-ukrainien initialement en 28 points, réduit ensuite à 19 propositions, un texte que Washington et Kiev auraient validé provisoirement selon plusieurs sources américaines citées par ABC et CBS. Kiev est prête à avancer, affirme Zelensky. Trump lui parle d'un accord très proche. De quoi donner l'impression qu'on entrevoit enfin le bout du tunnel, sauf que Moscou temporise. Yuri Ushakov affirme que la Russie n'a pas vu encore la version officielle. Sergei Ryabkov salue l'effort américain mais prévient aucune concession sur les points clés. Au comprendre, le Donbass reste non négociable. Peskov, lui, fidèle au message, demande d'attendre avant de parler enfin de paix. Et Poutine lui-même, il enfonce le clou. Les combats ne cesseront que si l'Ukraine se retire des zones stratégiques, sinon l'armée russe prendra ses objectifs par la force. Autrement dit, Moscou accepte de discuter, mais sans céder. Et à ce stade, l'enjeu n'est plus seulement diplomatique, c'est un test. La Russie peut-elle accepter un compromis réel ou joue-t-elle la montre alors qu'elle estime progresser sur le terrain? Le plan existe, les Américains poussent, l'Ukraine dit oui sous condition, mais la paix, elle, reste exactement là où elle était hier, c'est-à-dire entre parenthèses. Et alors que la guerre déclenchée par Vladimir Poutine entre dans son 4e hiver, le front s'invite désormais au cœur de la vie quotidienne russe. Les frappes de drones ukrainiens sur des infrastructures énergétiques du centre et du sud du pays, capables de parcourir jusqu'à 3200 km à l'intérieur du territoire russe, rythment désormais les nuits au son des sirènes, révélant l'extension progressive du conflit bien au-delà du Donbass. Mais c'est sur le terrain économique que les lignes bougent le plus. Après 2 années de résilience dopée par un budget militaire hypertrophié et des recettes énergétiques exceptionnelles, le moteur russe se grippe. La consommation ralentit, les dépenses militaires reculent, certaines catégories comme le lait, le porc, le sarrasin ou bien encore le riz reculent de 8 à 10% et les entreprises de la sidérurgie au charbon enregistrent leur pire niveau d'activité depuis une décennie avec une consommation d'acier en baisse de 14% et une chute de 32% dans le secteur des machines industrielles. La hausse des salaires de 2024, alimentée par la commande militaire, a laissé place à une inflation toujours élevée et à un pouvoir d'achat érodé malgré des taux directeurs poussés jusqu'à 21%. Les sanctions occidentales, renforcées récemment par Washington dans le cadre de la stratégie de Donald Trump pour forcer un cessez-le-feu, fragilisent les revenus pétroliers et gaziers qui se sont contractés de plus d'un cinquième cette année pour tomber à 7 500 milliards de roubles entre janvier et octobre.
Le rouble fort, la baisse du prix des bruts et les frappes ukrainiennes sur les raffineries accentuent cette pression. Même le commerce avec la Chine, pilier du rééquilibrage géoéconomique du Kremlin, montre des signes d'essoufflement, tandis que la croissance a ralenti à 0,6% au troisième trimestre. Et face à un déficit budgétaire qui enfle, déjà près de 2% du PNB en octobre et attendu à 2,6% en fin d'année, le pouvoir multiplie les hausses d'impôts indirects, TVA, taxes technologiques, prélèvements sectoriels, censés rapporter 1200 milliards de roubles en 2025, tout en veillant à dissocier politiquement Poutine de ces mesures impopulaires. Pour Moscou, reconnaître la nécessité d'un arrêt de la guerre reviendrait à admettre l'impasse stratégique. Pour l'instant, le Kremlin refuse cette réalité, mais les signaux d'alarme se multiplient. Une économie militarisée, une demande asphyxiée, une population en tension et la part de la dette des entreprises en difficulté est passée à 10,4% au T2, soit 9100 milliards de roubles. L'usure est donc désormais le principal adversaire de la Russie. L'Allemagne travaille en coulisses sur un document dont l'existence à elle seule en dit long sur le niveau d'alerte en Europe. Selon des informations révélées par Der Spiegel et confirmées par plusieurs sources militaires européennes, Berlin a rédigé un plan classé top secret de 1200 pages, l'Oplan DEU, un document consulté uniquement par un cercle restreint de responsables de la Bundeswehr, et son diagnostic est sans ambiguïté. La Russie pourrait être en capacité d'attaquer un État membre de l'OTAN d'ici 2029, une estimation qui circule également dans des analyses internes de l'OTAN et du German Council on Foreign Relations, le DGAP. Ce plan détaille ce qui serait la plus grande opération logistique européenne depuis 1945. L'Allemagne deviendrait le passage obligé de l'OTAN avec un objectif précis, pouvoir acheminer, ravitailler et sécuriser jusqu'à 800 000 soldats vers le flanc Est. Aucun itinéraire alternatif n'est viable, puisque comme l'a rappelé l'Institut IISS, les Alpes bloquent tout contournement par le sud, ce qui fait de l'Allemagne le pivot stratégique de l'Europe. Mais le document souligne un autre point très préoccupant, le pays n'est pas prêt. Plusieurs audits publiés par la Cour fédérale allemande des comptes pointent des routes trop anciennes, des ponts incapables de supporter des blindés modernes et des ports saturés. Résultat, un incident mineur peut paralyser toute la chaîne. En février, comme l'a rapporté l'agence DPA, un simple cargo percutant un pont ferroviaire a suffi à bloquer des livraisons de munitions vers l'Ukraine pendant plusieurs semaines. Et pour combler ces failles, eh bien Berlin prévoit 166 milliards d'euros d'investissement dans des infrastructures à double usage civil-militaire et renforce sa coopération logistique avec le secteur privé, une recommandation déjà formulée par l'OTAN depuis 2022. Résultat, eh bien, le message de ce document est clair, l'Europe n'est pas en guerre, mais elle n'est plus en paix, et sa capacité à bouger vite, voire même très vite, conditionnera autant sa sécurité que sa stabilité économique. L'inflation à Tokyo reste stable en novembre, mais l'économie nippone avance désormais dans un environnement de plus en plus mis sous pression. Les prix à la consommation hors produits frais progressent de 2,8%, un niveau légèrement supérieur aux attentes. Même chiffre pour l'inflation hors énergie, tandis que les prix des services, l'indicateur clé de la BOJ, la banque centrale japonaise, eh bien les prix des services n'augmentent que de 1,5%. Le riz, lui, reste un point chaud avec une hausse annuelle de 37,9%, et même si l'explosion à 94% observée au printemps est désormais dernière news, ces données confortent l'idée que la Banque du Japon pourrait relever ses taux pour la première fois depuis 2007 et peut-être même dès décembre ou janvier, et ce d'autant que la production industrielle surprend positivement, plus 1,4% en octobre, portée par la réduction des droits de douane américains et par la demande en équipement d'intelligence artificielle. Mais derrière cette embellie, un risque géopolitique majeur se précise, les tensions croissantes entre Tokyo et Pékin, puisque selon Goldman Sachs, un scénario de crise avec la Chine pourrait coûter jusqu'à 0,2 points de croissance, rien que via le tourisme et les exportations de biens de consommation. Si Pékin restreignait davantage ses importations ou ses livraisons de terres rares, l'impact sur le PIB japonais pourrait être bien plus lourd.
La situation s'est encore tendue en novembre lorsque la première ministre Sanae Takahashi a affirmé qu'une prise de contrôle de Taïwan par la Chine constituerait, je la cite, une menace existentielle pour son pays, une déclaration qui autoriserait en droit une intervention militaire aux côtés des États-Unis. Pékin a évidemment immédiatement dénoncé une ingérence inacceptable et donc entre inflation persistante, montée des tensions et dépendance stratégique à la Chine, la marge de manœuvre économique du Japon n'a jamais été aussi étroite. Nvidia, publie des résultats qui donnent le vertige et l'action, elle chute. Oui, vous avez bien entendu, le marché applaudit avec une main et panique avec l'autre. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'IA où la révolution technologique croise le syndrome du hamster en roue libre sur Wall Street. Pourtant, malgré cette volatilité, de nombreux analystes restent confiants. En effet, Dan Ives de Wedbush considère que les craintes d'une bulle liée à l'IA sont largement exagérées. Selon lui, le rapport de Nvidia confirme que le secteur n'en est, je le cite, qu'à la troisième manche de sa croissance. De même, JP Morgan rappelle que, contrairement à l'ère des dot-com, c'est-à-dire d'Internet, les géants de l'IA disposent déjà de modèles économiques solides et de perspectives de rentabilité crédibles. Par ailleurs, Lightspeed Venture Partners nuance. Elle reconnaît, cette entreprise, qu'un certain engouement excessif et une ruée d'investissements spéculatifs existent, mais elle souligne également que l'ampleur et la rapidité de création de valeur dans l'IA est inédite. En effet, les gains de productivité, la demande croissante en cloud et l'apparition régulière de nouvelles applications renforcent la conviction que le secteur repose sur des bases économiques tangibles. Et même si 40% du S&P 500 dépend de 10 géants technologiques, les experts estiment que la comparaison avec la bulle Internet des années 2000 reste partielle. Et cette fois, les principaux acteurs génèrent déjà des revenus significatifs et disposent de modèles solides pour soutenir leur croissance. En somme, pour la plupart des analystes financiers, l'IA n'est pas une bulle prête à éclater. Cependant, ils recommandent de rester attentifs aux excès ponctuels du marché et de distinguer l'euphorie des fondamentaux économiques réels. Hier soir, jeudi soir, l'Assemblée nationale française a validé en première lecture la proposition de la France insoumise pour nationaliser ArcelorMittal France. Coup politique pour LFI, puisque 127 fois pour, 41 contre, la gauche en bloc derrière. Marine Le Pen et son RN s'abstiennent, le gouvernement fait la grimace. Bref, tout le monde est content, sauf que le texte va se heurter évidemment au Sénat et probablement au mur du réel. Pour LFI, nationaliser, c'est sauver 15 000 emplois, contrer le plan social et décarboner les hauts fourneaux, coût annoncé 3 milliards d'euros. Le gouvernement lui préfère la logique européenne. La vraie menace, ce serait l'acier chinois, pas le capital d'Arcelor. Sébastien Martin annonce des droits de douane de 50% dès 2026, une protection qui frappe plus fort que n'importe quelle nationalisation. Pendant ce temps, la CGT et les salariés s'activent à Paris, fumigènes, pétards, selfies avec députés et pancartes. LFI savoure, mais derrière la mise en scène, la réalité économique est implacable. Changer de propriétaire ne protège pas du marché mondial. En résumé, victoire politique symbolique pour LFI, mais côté économie, le vrai défi reste intact. 10 mois d'engagement volontaire, mais 100% militaire. Emmanuel Macron a officialisé le 27 novembre le retour d'un service national pensé comme une réponse directe aux menaces venues de Russie. Depuis la 27e brigade d'infanterie de montagne, le président français a martelé, je le cite, qu'il fallait se préparer plutôt que craindre. Une manière à peine voilée de rappeler que l'époque des dividendes de la paix est bel et bien terminée. Officiellement, les volontaires n'iront jamais en Ukraine, le gouvernement le répète pour calmer les familles, surtout après la phrase choc du chef d'état-major Fabien Mandon, affirmant que la France devait, je le cite, accepter de perdre ses enfants dans les prochaines années. Le pouvoir tente désormais un numéro d'équilibriste entre lucidité stratégique et évitement de la panique. Le dispositif démarrera modestement, 3 000 jeunes en 2026, 10 000 en 2030, 50 000 en 2035. Une montée en puissance lente, contrainte par le budget et les capacités d'accueil des armées. Rémunérés 800 €, logés, nourris, les volontaires suivront 1 mois de formation, puis 9 mois dans l'armée de terre, la marine, l'air ou bien les services de santé.
Une année de césure en quelque sorte, une année de césure en uniforme en quelque sorte, désormais valorisée dans Parcoursup. Le contexte international, lui, ne laisse plus place à l'ambiguïté. L'Élysée parle d'accélération des périls. La France doit être prête à un choc avec la Russie d'ici 3 ou 4 ans. Et dans ce climat, eh bien, le service national n'est plus une nostalgie républicaine, mais une réponse à un monde redevenu dangereux. L'opinion française suit. 86% des Français sont favorables au rétablissement du service militaire, la classe politique aussi, de Glucksmann au Rassemblement national, comme dans d'autres pays européens tels l'Allemagne, les Pays-Bas, la Croatie ou bien encore la Roumanie, eh bien la France réarme sa jeunesse mentalement et numériquement. Reste cependant une question, ce service national prépare-t-il la paix ou simplement la tempête à venir ? Attardons-nous désormais un instant sur ce que les investisseurs vont suivre de près aujourd'hui. Et je vous le rappelle, Wall Street est fermé une partie de la journée. Résultat, eh bien, les investisseurs seront en peine, si je puis dire. En tout cas, ne seront pas abreuvés de statistiques macroéconomiques et microéconomiques américaines. Résultat, ils vont se tourner vers l'Europe. Ce matin, ce qui a intéressé les marchés financiers, c'est l'inflation. En France, l'inflation française qui est ressortie en repli de moins 0,1%. C'est une raison en séquentiel, c'est-à-dire en données mensuelles pour le mois de novembre. Ce sont des prévisions. Une première estimation, donc moins 0,1% pour l'inflation en France pour le mois de novembre en données séquentielles, c'est-à-dire mensuelles. En glissement annuel, on est sur une croissance de plus 0,9% au mois de novembre, toujours en estimation. Je vous rappelle que ces estimations, eh bien, écoutez, sont inférieures à ce qu'avait prévu le consensus. Quant au PIB en France, au T3, il ressort en croissance de plus 0,5% en données trimestrielles, en données annuelles, en glissement annuel, il ressort à plus 0,9%. Donc au T3, voilà, c'est donc ce que les investisseurs vont suivre aujourd'hui, puisque sinon pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les opérateurs, donc, évidemment, se concentreront plutôt sur la prochaine décision de la Réserve fédérale américaine. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé sur les principales places financières de la planète hier. Et en Europe, les marchés boursiers ont levé le pied après 3 séances de hausse portées par l'espoir d'une baisse imminente des taux directeurs américains. La journée a été particulièrement calme, les investisseurs américains étant absents pour Thanksgiving. Et en l'absence de catalyseur, eh bien, l'Europe consolide ses gains dans un climat de faible volatilité. L'indice de la peur, le VIX, est retombé sous les 18 points. Dans ce contexte, le CAC 40 a grappillé 0,04% à 8099 points. Londres a gagné 0,02% et Francfort a progressé de 0,22%. Dans la zone euro, prise de façon plus élargie, l'Eurostock 50 a légèrement reculé de 0,02%, tandis que le Stock 600 a gagné 0,12%. Porté par le secteur de la défense qui a compensé le repli du secteur de la santé aux États-Unis. Comme je vous l'ai dit, pour cause de Thanksgiving, Wall Street était fermée. Elle le sera également en début de journée, rouvrira en début d'après-midi, heure française. Quant au prix du pétrole, ils sont repartis à la hausse hier, portés par l'attentisme prudent des marchés face aux signaux contradictoires venus du front diplomatique russo-ukrainien. Les opérateurs scrutent chaque déclaration après les premières fuites autour d'un projet américain visant à banaliser de potentiels pourparlers. En attendant des clarifications diplomatiques, les traders privilégient la prudence. Le marché pétrolier reste hypersensible, coincé entre l'espoir tenu d'un compromis et le risque bien réel d'une nouvelle escalade. Dans ce contexte, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier a gagné hier 0,53% à 62,87 $. Son équivalent américain, le baril de WTI pour livraison le même mois, lui pris 0,6% à 59 $ tout rond le baril. Voilà donc pour ce tour d'horizon de l'actualité. Et comme vous le savez, tous les vendredis matins vers 9h15, il sera l'heure de retrouver Antoine Quesada et son Chronoca qui va nous dire dans quelle mesure, eh bien, peut-être le CAC 40 va clôturer ce mois de novembre en hausse, mais cela semble particulièrement délicat et notamment en l'absence des investisseurs américains une partie de la journée. À tout de suite sur Téléfinance.